Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui 5 astuces pour réussir, selon moi, une bonne dissertation de philosophie. Au-delà d'une méthode que l'on trouve un peu partout et qui est bien souvent qu'une recette que l'on tente d'appliquer sans trop savoir ce que l'on fait, je vous propose 5 points clés qui me semblent, après plusieurs années d'enseignement de la philosophie, essentiels pour s'en sortir. Le premier point, c'est triturer le sujet de la dissertation et chercher la contradiction. Les sujets de dissertation de philo, surtout au bac, sont normalement pensés pour créer une contradiction entre plusieurs notions ou termes du sujet. Ils mettent en difficulté, remettent en cause une évidence, un bon sens premier qui serait un a priori. Par exemple, dans Peut-on apprendre à être libre ? La contradiction de l'évidence se trouve dans le fait qu'a priori, on affirme depuis 200 ans que l'on est libre, mais pourtant, puisque ce serait une condition de la nature humaine, il faudrait apprendre à l'être, à le devenir. La liberté serait un savoir et non plus un acquis. Je dis souvent qu'il faut triturer le sujet pour prendre les mots et les mettre dans tous les sens. C'est l'importance du brouillon et surtout du temps de réflexion avant l'écrit lui-même. En 4 heures d'examen, il faut bien passer 45 minutes, voire 1 heure à réfléchir aux mots du sujet et être capable, c'est par l'entraînement régulier à faire des dissertations, de savoir si on a ou non été explorer toutes les facettes des termes et donc du sujet. Le second point, c'est définir les termes du sujet de la dissertation. C'est le point le plus important pour éviter les hors-sujets et surtout les réponses à côté de la plaque en oubliant une partie du sujet. Pour définir les mots du sujet, il faut réfléchir à ses synonymes, à ses contraires, aux champs lexicaux qui s'y approchent pour essayer de creuser toutes les facettes, toutes les polysémies d'un mot. Ne jamais oublier le verbe qui est souvent le pont et le cœur de la problématique dans un sujet qui pointe vers 2 notions. Ainsi, dans le sujet, peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? On voit bien que les 2 notions du programme abordé sont d'un côté la morale et de l'autre la politique, l'État, la justice, la liberté. Mais si on s'arrête à cela, on risque seulement de déballer le cours, ce qui n'est pas faire une dissertation. Les 2 notions sont liées par les 2 verbes, agir et aussi s'intéresser à. Rien que par la mise côte à côte des 2 verbes, on peut voir une piste. Pour agir, il faut être motivé, il faut vouloir agir et connaître son sujet. Rapportez cela au double thème de la morale et de la politique et vous commencez à vraiment réfléchir au sujet. Les définitions des notions clés du sujet, qui sont souvent des notions du programme, peuvent être des définitions apprises pour l'occasion. Mais il vaut mieux se préparer à l'avance un glossaire personnel de définitions que l'on aura constitué au fil de ses lectures et de ses réflexions. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que toute la dissertation est basée sur ces définitions, et que si elles ne vous appartiennent pas réellement, si on ne les a pas faites siennes, on risque de développer une réflexion qui ne correspond pas du tout aux définitions données en introduction. Parce qu'instinctivement, quand on écrit, on le fait en fonction de ce que l'on pense vraiment. Même si parfois, dans un écrit, on est amené à tenir un discours qui n'est pas le nôtre, mais celui d'un cours ou d'un autre point de vue. Le troisième point, c'est penser comme un scientifique et penser par soi-même. Une dissertation de philosophie se construit un peu comme une démonstration scientifique. On pose une hypothèse, c'est l'idée que l'on a choisie pour répondre à la question ou à la partie de la réponse à la question. Cette idée doit être considérée comme une hypothèse et garder en tête un si, qu'il faut démontrer ensuite par le développement de cette idée. C'est alors le moment de l'observation. On tourne autour de l'idée, on essaie d'en regarder les moindres recoins, les moindres zones d'ombre pour être sûr qu'elle est bien comprise. Par soi d'abord, mais surtout par le lecteur-correcteur. Ensuite vient l'illustration, que l'on a tendance à trop centrer sur la citation d'une phrase d'un philosophe. Je reviendrai sur cette question plus tard. L'exemple doit surtout être un moment de respiration dans la réflexion, une image qui nous permette de mieux comprendre l'idée-hypothèse et qui permette ensuite de la valider ou non. Le 4e point, c'est faire des liens pour illustrer. On n'a pas besoin de connaître des tonnes de citations ou de références. Ce qui compte, c'est l'à-propos de l'exemple, ça n'a pas fin de coïncidence avec l'idée développée qui en fait sa force. Il faut savoir trouver dans sa propre culture personnelle ce qui est adéquat, donc se faire une culture riche et diversifiée. Et c'est là toute l'inégalité d'exercice, en plus de la maîtrise de la langue écrite.
Pour autant, la difficulté n'est pas forcément d'avoir de la culture, mais de savoir se servir de celle que l'on possède. La véritable intelligence est celle qui fait des liens, et toute l'ambition d'un écrit de philosophie est de montrer au lecteur que le candidat est capable d'aller chercher dans sa mémoire, qui n'est pas celle d'un poisson rouge, on l'espère, des expériences, des références, des exemples, des illustrations qui correspondent à ce qu'il veut dire. C'est pour cela que le principal travail d'un bachelier durant l'année de terminale, pour la philo mais aussi pour toutes les autres épreuves dans leur genre, est de se constituer sa propre culture, littéraire, artistique, scientifique, technologique, peu importe, mais sa matière dans laquelle il sera capable de puiser le moment venu pour construire son discours personnel. Car oui, penser, c'est avant tout penser par soi-même. On vous dit souvent qu'une dissertation ne doit pas comporter d'avis personnel. Je n'ai jamais vraiment compris cette assertion. Qui pense alors dans une copie ? Ah oui, c'est sans doute le prof qui pense à votre place, ou bien le cours que l'on recrache. Cette méthode n'a jamais fait florès au bac. Une copie de philosophie ne doit pas être parsemée de jeux intempestifs qui mèneraient les lecteurs sur les routes d'une subjectivité souvent très limitée à des anecdotes. Penser par soi-même veut simplement dire que le choix des définitions, celui d'une problématisation, d'un axe de réflexion et donc par conséquent d'un développement sont totalement personnels. Ma dernière astuce a comme image une célèbre scène de la littérature contemporaine, celle du professeur Dumbledore de Harry Potter qui, pour partager ses souvenirs et aussi pour ne pas s'en encombrer, utilise sa baguette magique pour effilocher cette matière laiteuse et la placer dans la pancine. L'idée est, et c'est sans doute le plus difficile quand on écrit une dissertation de philosophie, que le candidat doit avoir la capacité à mettre en mots la totalité de sa pensée, d'étaler sur le papier de la copie et avec la plume de son stylo le déroulement précis de sa réflexion. D'où l'image de la pancine et de la baguette magique dans le monde des sorciers. La plupart du temps, les travaux de philosophie sont limités, justement parce que beaucoup de candidats ne développent pas leurs idées, en croyant, consciemment ou non, que quelques mots suffisent. Mais le lecteur-correcteur n'a pas la clé du cerveau des adolescents. Le média est justement cet objet étrange qu'est la copie, et si parfois on peut faire l'effort de chercher ce qui se cache sous les balbutiements d'une réflexion posée, il est tout de même plus aisé d'avoir à lire une pensée qui déroule parfaitement son argumentation. C'est un peu une autre image comme étaler une pâte à tarte. Il ne doit rester aucun pli, et tant pis si cela déborde sur les côtés. Dans ce cas, mieux vaut trop que pas assez. J'espère que ces quelques conseils, issus d'une réflexion personnelle face aux difficultés rencontrées par les élèves, et surtout des exigences réelles comprises après des années de correction du bac, vous permettront de briller le jour fatidique. Tout cela étant bien sûr conditionné au fait d'avoir écrit tout au long de l'année.